Bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Notre invité ce matin est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Direct Politique. Avec moi sur ce plateau, Pierre Cavret, éditorialiste économique de Ouest France, et Armelle Le Goff, responsable de la rubrique Actualité et rédactrice en chef adjointe de 20 minutes. Merci d'être avec moi ce matin pour présenter cette émission. Chers internautes, je vous rappelle le principe de l'émission, vous la connaissez déjà. Vous avez une quarantaine de minutes pour réagir et poser votre question à notre invité en bas de cette vidéo ou bien hashtag Direct Politique. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Alors, Laurent Berger, nous allons commencer par l'actualité sociale et économique forte de ce début de semaine, avec la présentation par le gouvernement du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le gouvernement a annoncé un coup de rabot sérieux sur la branche famille et la branche maladie, avec, concernant la branche famille, des économies de 700 millions d'euros, avec notamment des mesures comme le congé parental partagé, la prime de naissance réduite par 3 à partir du second enfant, ou encore la baisse de certaines prestations. Est-ce que cela vous semble le meilleur choix pour réaliser des économies? Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus judicieux, l'arbitrage le plus intelligent de la part du gouvernement? Non, mais on est dans ces mesures-là sur parfois un coup de rabot, notamment sur ce qu'on appelle le report de l'allocation majorée. On la reporte de 14 à 16 ans. Là, c'est un coup de rabot généralisé, sans conditions de ressources, sans rien. Et puis, sur d'autres mesures, il n'y a pas de conditions de ressources. C'est ça qui nous pose énormément de problèmes. C'est vrai sur l'aide au mode de garde. Par exemple, les salariés qui sont avec des horaires atypiques, qui ont besoin de garde, qui ne peuvent pas avoir accès aux crèches, par exemple, eh bien, vont être pénalisés. Et puis, je crois que tout ça illustre un manque de sens, finalement. Une incapacité à réformer autrement notre système d'allocation, mais aussi notre système fiscal. Nous sommes depuis longtemps pour le transfert du quotient familial vers une aide forfaitaire qui permettrait que ce soit plus juste. Sur le congé parental, si je peux me permettre, oui, bien sûr. Le problème, c'est le sens. Nous sommes d'accord avec le partage entre les hommes et les femmes. Je crois qu'il faut qu'on aille vers ce sens d'égalité professionnelle. La question, c'est la rémunération de ce congé parental. Et si la rémunération est trop faible, évidemment qu'un certain nombre de personnes ne le prendront pas. Et du coup, ça fera des économies. 500 € aujourd'hui. Ça fera des économies, mais ce n'est pas de bonnes économies. Moi, je crois qu'on le sait, le congé parental très long pour les femmes, il est un facteur d'exclusion du monde du travail. Donc c'est bien qu'il soit partagé, la CFDT est pour. Le seul problème, c'est qu'il faut relever la prise en charge de ce congé parental. Donc nous trouvons que c'est très confus, d'abord, pour l'instant. Des mesurettes. Et puis ça manque de sens, et surtout, ça a une logique de rabot et de non prise en compte des ressources. Alors il y a une autre branche qui est concernée par ces mesures-là, c'est la branche santé. Le gouvernement entend faire 3,2 milliards d'économies sur cette branche spécifique, avec notamment la volonté de développer la chirurgie ambulatoire. Est-ce que ça vous paraît plutôt judicieux, plutôt intelligent ? Oui, c'est ce dont souffre en partie notre système de santé, c'est une faible articulation entre l'hospitalier et la médecine ambulatoire. Donc là, il y a des économies à rechercher, mais des économies qui seront aussi au service des citoyens, des patients. Donc tout ça n'est pas forcément mauvais. La seule question, c'est qu'il ne faut pas avoir une logique seulement comptable, il faut avoir une logique de sens. Et c'est ça, on a le sentiment que malheureusement, c'est, en tout cas sur la branche famille, une recherche comptable d'économie simplement et pas de meilleure prise en compte des réalités des familles aujourd'hui. Sur la santé, il y a plus de sens, si je peux me permettre, notamment sur le développement de la chirurgie ambulatoire, sur le fait que dans les achats des hôpitaux, on essaye d'unifier des choses. Mais attention, ça ne doit pas être ni du côté de la famille contre la prise en charge des politiques familiales, ni du côté de la santé sur un recul des soins. Et c'est vrai que sur la côté famille, j'ai beaucoup de craintes aujourd'hui. Au niveau des économies, on voit bien également que le budget qui va être présenté demain par Manuel Valls, le budget général, le gouvernement a du mal à le mettre en place, à le boucler. Il va y avoir également des économies, on parle de 21 milliards pour cette année. Vous attendez à quoi précisément? Est-ce que vous craignez quelque chose de particulier demain? Moi, j'ai plusieurs craintes, évidemment. J'en ai deux principales. La première, c'est la remise en cause des politiques de solidarité, et notamment de la mise en place du plan pauvreté, qui a été acté il y a maintenant
presque 2 ans. C'est important dans notre société qui est soumise à beaucoup de tensions, qu'on fasse attention à ceux qui sont le plus en difficulté. Et puis, les craintes précises les craintes, ça serait la non-revalorisation du RSA tel qu'il est prévu. Oui. Ce serait de faire en sorte qu'il y ait moins d'emplois aidés. Oui. Moi, je veux des emplois aidés, parce qu'on sait que le chômage, malheureusement, est durable pour encore un petit moment. Donc, des emplois en direction des jeunes, des emplois d'avenir. Je souhaite aussi des mesures d'accompagnement des demandeurs d'emploi, et notamment la mise en place de la garantie jeune qu'on a obtenue à la conférence sociale, qui permet à des jeunes d'avoir un accompagnement vers l'emploi, en même temps d'avoir une allocation. Enfin, voilà. Des politiques de solidarité, d'aide à ceux qui sont le plus en difficulté. Et d'autre côté, je dis attention à la situation dans les services publics. Il y a beaucoup de difficultés dans les services publics aujourd'hui. On sait dans l'hospitalière, mais on sait dans la fonction publique d'État, c'est vrai dans la justice, c'est vrai aussi par exemple dans les préfectures et autres. Donc attention à la logique comptable. Je crois que les fonctions publiques souffrent de ça. Et ça touche les citoyens. Parce que les services publics, c'est d'abord un service aux citoyens. Il y a besoin d'infirmières, il y a besoin de professeurs, il y a besoin de sécurité, d'agents de sécurité. Donc attention à ça. Et c'est vrai que la logique de rabot qui a prévalu, eh bien, elle est encore risquée aujourd'hui. Donc vous restez très attentif demain aux annonces? Oui, très attentif. De toute façon, moi je pense depuis le départ que sans réforme fiscale d'ampleur, on n'a pas la politique publique qu'on mérite d'avoir. Parmi les mesures annoncées, il y a la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu. Réduire la progressivité de l'impôt, ça vous paraît une bonne idée? Non, c'est même une très mauvaise idée. Moi, je suis opposé, ça peut paraître étonnant, mais je crois que je suis opposé à cette suppression de la première tranche parce qu'il y a d'autres manières d'aider les revenus les plus modestes, notamment en revoyant les impôts indirects, qui sont aujourd'hui, qui les touchent plus que les impôts directs. Et donc, la suppression de cette tranche, c'est d'abord les 3 milliards qui ne seront pas versés, on les trouve où? Et puis, ça pose un problème presque démocratique. Au bout d'un moment, on nourrit le non-consentement à l'impôt. Et on sait que l'impôt, il faut arrêter dans notre pays, l'impôt, c'est aussi les conditions du vivre ensemble, de notre cohésion sociale, de l'investissement. Enfin, je prends un exemple, le canal Seine-Nord, c'est de l'investissement. On a besoin d'un pays qui investit. Donc, investir 1 milliard sur le canal Seine-Nord avec les aides des collectivités territoriales, enfin le financement des collectivités territoriales et celui de l'Europe, c'est 13 000 créations d'emplois pour la construction de ce canal, c'est 50 000 à terme pour l'exploitation de ce canal, et ça a du sens parce que c'est de la transition écologique. Et c'est aller vers un autre mode de développement. Tout ça, si on n'a pas de l'impôt, et de l'impôt juste et plus progressif, eh bien, on ne peut pas financer ça. Sur la mesure, sortir des contribuables de l'impôt, dans ce cas de figure, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Moi, je crois qu'il faut nourrir le consentement à l'impôt à condition qu'il y ait du sens, qu'il soit sur de l'investissement, sur de la solidarité, et puis qu'on revoie le barème de l'impôt. Et nous, on est pour une tranche sur les plus hauts revenus, une tranche supplémentaire sur les plus hauts revenus. On va passer à une autre séquence, si vous le voulez bien, une séquence consacrée aux propositions polémiques, vous le savez, du MEDEF réalisées la semaine dernière. On va creuser un petit peu tout ça avec des questions un peu précises, notamment une question qui revient souvent dans notre ordinateur, la question d'internautes précisément, qui nous demande si la suppression des jours fériés vous choque. Et on a des questions plus précises qui nous disent est-ce que vous pensez que la proposition d'accoler certains jours fériés au week-end pour éviter les ponts a plus de sens? Non, mais les jours fériés, ils sont fixés par le calendrier. Moi, si vous voulez, on peut prendre les questions une à une, mais je crois d'abord que ça pose un problème de posture du MEDEF. Ouais. La question, c'est de savoir si le MEDEF il est dans une logique de dialogue social ou il est dans une logique de lobbying, d'un peu de provocation. Parce que, vous savez, dans les entreprises, on discute de l'organisation du travail concernant le mois de mai dont on parle. Il y a des entreprises où on dit, voilà, on ferme à tel moment, mais ça veut dire qu'on rouvrira à un autre. Donc, il faut arrêter les caricatures. Si ils veulent discuter de ça au MEDEF, parlons organisation du travail dans les entreprises. Négocions davantage l'organisation du travail. Nous sommes partants. Donc, moi, je crois que le MEDEF, aujourd'hui, il a le choix entre est-ce qu'il reste autour de la table sur le dialogue social. Il y a 3 négociations en cours qui doivent s'ouvrir sur la modernisation du dialogue social, justement, sur l'emploi des jeunes et sur l'emploi des personnes très éloignées de l'emploi. Soit il fait ça, on discute de ça, c'est le calendrier, l'agenda social que nous nous sommes fixés, soit il fait ce qu'il a fait une semaine après qu'on ait fixé cet agenda social, c'est-à-dire qu'il dit, moi j'ai des mesures toutes faites, j'ai des chiffres, vous voyez, si on fait ça, on en créera tant, c'est pas crédible. Donc là, vous dénoncez la méthode
Je dénonce un peu la posture, ouais. Et donc, je ne suis pas dans une condamnation. Voilà, je m'insurge pas. Je dis que c'est pas le rôle des interlocuteurs sociaux. Le rôle des interlocuteurs sociaux, c'est de construire. Vous avez parlé des jeunes précisément, et le MEDEF fait une proposition au niveau d'un sous-SMIC éventuellement pour les jeunes. On a une question de Patrice, un internaute, qui nous dit mais ça existe déjà chez les jeunes avec les stages. Avec les stages abusifs, qu'est-ce que vous pensez de ces stages et de ce problème des stages? Le problème des stages, on l'a négocié avec le MEDEF en 2011 pour justement moraliser le recours au stage. Il n'est pas question d'être opposé au stage, évidemment, mais à condition que ce soit dans un cursus pédagogique et à condition qu'il y ait un certain nombre de droits encadrés pour les stagiaires. On l'a négocié en 2011. Ouais. Ça s'est mis en place par les décrets très tardivement. Au printemps dernier, en 2014. Déjà, il faut du temps, vous voyez, c'est un peu dommage. Et à ce moment-là, le MEDEF s'est insurgé. Et attendez, vous l'avez négocié, donc on le met en place. Ça passe en décret. Ceci étant, ce n'est pas la question du SMIC. Là, si on reste sur le stage, sur un cursus pédagogique, il faut continuer le stage à condition que ce soit encadré. Sur la question du SMIC, c'est la mauvaise manière de poser les questions. Parce que le MEDEF, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, il faudrait qu'on les paye moins cher. Non, mais ça s'appelle les contrats aidés. Oui. Les personnes à qui on a besoin de filer un coup de main pour retrouver du travail et que pendant une période temporaire, il y a une aide de la puissance publique qui vient abonder. Oui, ça existe. C'est pas dispositif, en tout cas. Il y a les emplois aidés, ça existe dans le secteur marchand. Les emplois d'avenir, ça existe dans le secteur marchand. Les emplois aidés, ça existe de tout temps, depuis le CUI. Les contrats de génération qui ont du mal à décoller, également, font partie. Oui, d'une certaine manière. Donc je crois qu'il faut que le MEDEF arrête. C'est arrêter d'agiter les totems, d'agiter les chiffons rouges. Ça ne sert à rien. Ça fait des jeux de posture. Ça nourrit peut-être sa base, mais c'est stérile d'un niveau du dialogue social et du progrès. Vous parlez beaucoup d'organisation du travail au sein des entreprises. Selon un sondage du Parisien, 61% des Français accepteraient de revenir sur la durée légale du travail et de l'adapter selon la taille et le secteur de leur entreprise. Est-ce qu'en 2014, on peut continuer avec les mêmes règles pour tous, la même durée? Est-ce qu'il ne faudrait pas adapter ces règles selon les entreprises? Moi, je suis pour davantage de dialogue social dans les entreprises. Mais ça se fait déjà. Et la durée légale, elle peut être à 35 heures. Mais on discute dans les entreprises de l'organisation du travail. Alors justement, on a une question de Sylvie qui nous dit « Et pourquoi il n'y a pas assez de travail pour tous? Et si l'on passait à la semaine de 32 heures ?» Oui, non, mais cette question-là a été une des revendications à un moment donné de la CFDT, ou en tout cas une idée de la CFDT. Mais aujourd'hui, la durée légale, on voit bien qu'il y a déjà un clivage assez partisan entre 35 heures. Alors là, 32 heures, je ne vous raconte pas. Non, la question, c'est la durée légale est en 35 heures. Moi, je ne connais pas beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise, qui disent il faut revenir sur la durée légale. Parce que dans les entreprises, il y a l'opportunité, c'est ce qu'on appelle la modulation, de revoir l'organisation du travail en fonction des charges de travail. C'est quand même le cadre légal. Dans le cadre légal. Dans le cadre légal, c'est-à-dire que le cadre légal, c'est 35 heures. À partir de 35 heures, on déclenche des systèmes de récupération, d'heures supplémentaires, etc., selon les cas. Mais c'est ce que nous avons fait à Renault. C'est ce que nous avons fait à STX récemment. Parce qu'il y a besoin de s'adapter à des charges de travail différenciées selon les périodes ou à des éléments de compétitivité. Ce n'est pas un sujet tabou pour nous, mais la durée légale, c'est 35 heures. Donc nous ne voulons pas revenir là-dessus. Et d'ailleurs, moi j'entends des chefs d'entreprise qui disent « mais on n'a pas besoin de revenir là-dessus ». Ce qu'il faut, c'est discuter de l'organisation du travail. Et l'organisation du travail, c'est le sujet encore sur lequel, dans les entreprises, le patronat ne veut pas discuter, en règle générale, ou pas assez. Laurent Berger, autre mesure qui a été mise sur la table par le MEDEF, c'est la révision des seuils sociaux, qui va faire l'objet de discussions intenses dans les prochaines semaines, qui pourrait créer, selon eux, 100 000 emplois. Alors, est-ce que ce n'est pas pour vous une bonne occasion pour négocier, lâcher du lest, et peut-être obtenir davantage de représentativité syndicale dans l'ensemble des entreprises? D'abord, moi je conteste les chiffrages, parce qu'il y a d'autres chiffrages qui disent que ça a un effet extrêmement mineur sur l'emploi, mais la négociation qui s'ouvre, elle est sur la modernisation du dialogue social. Pour la CFDT, il y a 3 priorités. D'abord, une représentation, vous l'avez dit, pour tous les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise, dans des lieux de représentation, de dialogue qui soient en dehors de l'entreprise pour les petites entreprises. Le deuxième, c'est qu'on soit moins dans le formalisme, dans le dialogue social dans les entreprises, avec des consultations tous les mois sur un certain nombre de sujets, et davantage dans l'efficacité. Donc, comment on fait fonctionner mieux les instances représentatives du personnel là où elles existent. Et puis, troisième sujet,
la reconnaissance du fait syndical dans l'entreprise et du mandat de représentant du personnel, y compris en termes de carrière professionnelle. Ça, c'est les 3 objectifs de la CGT. Vous avez vu que là-dedans, ce n'est pas une négociation sur les seuils. Donc le patronat et le gouvernement, qui en parlent aussi, ils se trompent. S'ils veulent négocier sur les seuils, c'est sans nous. Par contre, ça veut dire que dans ce cadre-là, on peut discuter. On peut discuter du fait que s'il y a une représentation externe pour les entreprises, les petites entreprises, eh bien, il y a un choix entre est-ce qu'on fait une représentation interne ou une représentation externe. Vous savez, moi, je regarde la réalité telle qu'elle est. La réalité, c'est qu'à de 11 à 20, alors qu'il y a possibilité d'avoir des délégués du personnel, il y a 80% des entreprises qui n'en ont pas. Et ce qui m'intéresse, c'est que les salariés de ces entreprises aient une possibilité d'être écoutés, à qui on rend des services, qu'on conseille, dans le cadre par des représentants syndicaux. Donc nous, on est ouvert à la négociation, mais si l'entrée, c'est le seuil, c'est non. Pourquoi? Parce que cette entrée-là, ça donne à penser que le dialogue social, c'est une épine dans le pied des entreprises. C'est pas vrai. Le dialogue social, c'est un outil de performance économique et sociale. Louis Gallois l'a dit. Thomas Philippon, qui est un économiste reconnu, dit que c'est 1,5% de PIB, 1,5 de PIB en plus dans les entreprises si les entreprises menaient un dialogue social de qualité. Donc il faut arrêter avec ces visions ringardes que le dialogue social, ce serait un frein. Mais est-ce qu'on n'aurait pas à gagner à plus de simplicité dans le droit du travail, par exemple, et on voit bien le choc de simplification voulu par le gouvernement de manière plus générale. On voit bien que le MEDEF souhaite, par exemple, une simplification du CICE et en faire des baisses des charges. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un carrefour de cette France qui croule sous les textes. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, effectivement, plus de simplification et également pour le droit du travail? Oui, mais il faut plus d'efficacité. Mais la CFDT, elle n'est pas opposée. L'accord de sécurisation de l'emploi de janvier 2013, il a rendu plus rapide les plans sociaux, ce qui n'est pas un sujet facile, mais en faisant que les plans sociaux soient négociés, ce qui n'était pas le cas précédemment. Ce qui fait qu'on a fait en sorte qu'on maintienne davantage d'emplois, il y a davantage de mesures de reclassement. Donc, vous savez, la simplification, oui, mais à condition qu'il y ait plus de dialogue social. Vous savez, on me parle de code du travail. Moi, pour moi, ce n'est pas une Bible, le Code du travail. C'est simplement des textes qui doivent être respectés. Mais si le patronat veut réduire le nombre de pages du Code du travail, il y a une très bonne manière de le faire. C'est de mettre dans le Code du travail, concernant les horaires de travail, la durée légale. La durée légale est à 35 heures. Toute heure supplémentaire sera payée en heures supplémentaires. Et pourquoi? Parce que le Code du travail sur les 35 heures, sur la durée légale, il est bourré d'exemptions, ou d'exemptions pour les entreprises pour ne pas appliquer les 35 heures. Donc voilà, je crois qu'il faut arrêter avec les totems. Notre pays, il croule surtout d'absence de dialogue. Il croule de posture et de totems. On ne met pas suffisamment les vrais sujets sur la table en disant comment on les traite. Et quand on arrive à les mettre, on arrive à trouver des solutions. Justement, vous parlez beaucoup de difficultés à instaurer le dialogue social, à considérer que le dialogue social dans l'entreprise, c'est un acteur de modernité. Est-ce que le MEDEF, est-ce que vous pensez clairement que Pierre Gattaz est l'homme de la situation? Est-ce que ce n'est pas un peu l'homme du passé au MEDEF? Est-ce qu'on peut travailler avec lui, franchement? Oui, on peut travailler avec lui. De toute façon, vous savez, moi, à la place qui est la mienne, je ne choisis pas mes interlocuteurs. Donc, moi, vous pourriez souhaiter en avoir d'autres? Je les respecte tous. Oui, non, mais vous savez, je crois que les organisations, elles sont représentées, incarnées par un leader. Bon, très bien. Mais elles sont c'est d'abord leur pensée propre. C'est le débat démocratique en leur sein qui permet. C'est une question de méthode, Laurent Berger. Je crois qu'il faut sortir de la provocation et du sentiment qu'une vision un peu messianique de son rôle qui serait je vais renverser la table. Vous savez, moi je me méfie des méthodes miracles. Les solutions miracles, ça n'existe pas, et des hommes providentiels. Je me méfie des deux. Donc je crois que les deux n'existent pas. Donc ça veut dire que c'est du dialogue, c'est de la confrontation positive des intérêts qui sont divergents, mais dont on essaie de faire émerger des compromis. Mais vous savez, dans le climat qui est le nôtre aujourd'hui, moi je ne critique jamais les personnes. Parce que je crois que ça abaisse la démocratie. Laurent Berger, à votre initiative, la CGT et la CFDT vont se rencontrer pour un sommet commun le 8 octobre. C'est un petit peu surprenant, en sachant que les divergences sont de plus en plus profondes entre vos deux formations. À quoi sert cette réunion, Laurent Berger? Est-ce que ça sert notamment à préparer la manifestation de la CGT le 16 octobre? Non, sûrement pas, non. Vous savez, on se voit régulièrement, on s'appelle régulièrement avec nos collègues des autres organisations syndicales. Là aussi, c'est pas la guerre comme certains aimeraient
le décrire ou le décrivent. Avec la CGT, je pense que c'est bien qu'on discute des sujets qui sont sur la table, notamment dans l'agenda social. La modernisation du dialogue social, l'emploi des jeunes, l'emploi des personnes les plus éloignées de l'emploi, qu'on discute aussi de la situation générale, de la situation en Europe, puisqu'on siège ensemble à la Confédération européenne des syndicats. Donc cette réunion, elle n'est pas exceptionnelle. On retrouve régulièrement, nos différentes équipes travaillent ensemble sur des sujets. Là, nous avons souhaité qu'à un moment donné, on ait une discussion entre nous sur la situation et comment on voit les choses. Il n'y a pas d'issue à cette discussion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une recherche on ne fera pas forcément un texte, un communiqué, et sûrement pas une initiative à une manifestation dont on n'a pas été associé au départ et dont on ne voit pas le sens. Il reste des divergences quand même, et vous parlez souvent d'un syndicalisme responsable. C'est un mot qui revient souvent chez vous. Ça prend encore plus son sens aujourd'hui dans les difficultés que traverse le pays? Vous savez, dans la période, ce qui serait facile, y compris pour moi, c'est de me réfugier dans les postures, de commenter. Et puis de dire, voilà, ça c'est pas bien, celui-là il est pas bien, et cette proposition on est contre, puis nous on revendique je ne sais quoi, la lune ou je sais pas. Moi je regarde la réalité telle qu'elle est. La réalité sociale est très difficile, la réalité économique elle est très difficile. La situation politique et démocratique est très difficile. Et donc j'estime, mais d'autres peuvent faire d'autres choix, que la responsabilité d'une organisation syndicale, d'un leader syndical, c'est à un moment donné de poser les choses et d'essayer de faire progresser la démocratie. Parce qu'on a le choix en ce moment entre deux choix. On a le choix entre une société autoritaire, de la recherche du coupable, du bouc émissaire, du repli sur soi, de l'intolérance, ou une société apaisée, coopérative, où le dialogue prime et où on essaye de faire émerger des compromis. Moi, je fais ce choix-là. Et faire ce choix-là, c'est s'engager, c'est être responsable. Ça ne veut pas dire que d'autres ne le sont pas, hein, ce n'est pas une critique, mais ça veut dire qu'il faut accepter d'être ni dans le déni de la réalité, ni dans la résignation sur les situations vécues par les salariés. D'accord. À ce titre, vous parlez de dialogue social, vous parlez de politique. François Rebsamen, le ministre du Travail, est pour le dialogue social, comme l'est visiblement également François Hollande. C'est quand même un de ses axes de sa politique. Mais les entreprises aujourd'hui, est-ce qu'elles vont accélérer les accords dans le cadre du pacte de responsabilité? Vous avez chiffré, vous, à la CFDT, ce qu'ils en avaient fait, en tous les cas, des premières dotations qui sont tombées au mois de mai dans les entreprises. On en est où aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que le comité de suivi peut amener les entreprises, effectivement, à rendre des comptes, le terme peut-être un peu trop fort, mais c'est peut-être le terme que vous employez, par rapport à ces engagements et par rapport à ces sommes qu'elles ont reçues de ce pacte de responsabilité, donc sur l'emploi et sur l'investissement? D'abord, nous avons dit qu'il fallait aider les entreprises. Il fallait recréer des marges. C'était absolument nécessaire dans la situation économique qui est la nôtre. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que ça serait toute une politique de l'offre ou toute une politique de demande. Ce sont les deux. Je parlais d'investissement tout à l'heure, c'est une politique de demande, l'investissement. Mais par contre, oui, dans cette période, c'est nécessaire que toute aide publique soit soumise à transparence. Et je ne comprends pas, parfois, le patronat qui dit « mais vous nous filez l'argent et on n'a pas à rendre compte », alors que par ailleurs, il demande, et c'est logique, de la transparence sur l'utilisation des finances publiques. Donc, il y a deux choses. Il y a le CICE qui a été versé aux entreprises en mai. Là, il y a un premier rapport qui sort de l'observatoire du CICE qui montre quoi? Que pour une part, ça a servi à l'investissement. Très bien. Pour d'autre part, ça n'a pas été réclamé par les entreprises. Donc ça veut dire que c'est aussi un dispositif qui naît. Donc ce n'est pas le moment de le transformer en autre chose. Il faut un peu de stabilité dans notre pays. Et puis le troisième élément, c'est qu'il n'y a pas eu assez de dialogue social. Et donc, parce que le dialogue social dans une entreprise, ça sert à ce que les représentants du personnel puissent dire, là, il y aurait des choses à faire en termes de formation, qui sont aussi de l'investissement, de la formation des salariés, etc. Donc, moi, je réclame de la transparence. Sur le pacte de responsabilité, là, c'est les branches qui doivent négocier sur les aides qui seront versées en 2015. Actuellement, peu de branches ont négocié. Il y en a 3 qui ont vraiment joué le jeu, si j'ose dire, à l'heure qu'il est. Vous allez pousser, là également, pour que les autres branches... Oui, nous poussons actuellement. Nos équipes dans les fédérations poussent. Parce qu'à la mi-octobre, le Premier ministre va instaurer l'Observatoire des aides publiques aux entreprises. Et pour nous, c'est extrêmement important. Nous le revendiquions avec la CGT, dans un texte commun du début d'année. Donc, quand on obtient quelque chose syndicalement, nous, on le valorise. Et vous pensez que dans cet observatoire, il faut faire le bilan de ce que les branches vont faire ou pas faire. Et je le dis, et je n'ai pris personne à revers, c'est si les branches ne s'engagent pas dans une discussion sur l'investissement, sur l'apprentissage, sur l'emploi, sur la formation, sur les classifications des salariés, c'est-à-dire le déroulement de carrière des salariés, eh bien, il appartiendra au gouvernement et aux parlementaires
en 2015 de décider s'il y aura un versement en 2016 et 2017 de ces aides. Je crois que c'est normal, c'est juste une question de transparence et de maîtrise des finances publiques. Le ministre veut réformer l'épargne salariale pour en faire une contrepartie au pacte de responsabilité. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que cette épargne puisse s'ouvrir à plus de salariés ? Pour ça, il y a une délibération, une négociation qui va s'ouvrir, qui est importante pour nous. Nous, sur l'épargne salariale, ce qu'on veut, c'est que ça s'ouvre à davantage de salariés. Donc ça, il y a des dispositifs à mettre en place. Ce n'est pas forcément très compliqué. Et puis après, on veut une fiscalité qui permette d'orienter cette épargne salariale. Je m'explique. C'est-à-dire une fiscalité qui soit plus favorable lorsque l'épargne, elle est investie sur du long terme. Et puis deuxièmement, lorsqu'elle est investie dans l'investissement socialement responsable. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une façon d'avoir une finance beaucoup plus responsable et que ça peut commencer par l'épargne salariale. C'est déjà le cas par le biais des entreprises. Oui, mais on peut l'élargir à beaucoup plus de salariés. Moi, je ne vois pas pourquoi un salarié de toute petite entreprise, bien sûr, il y a des dispositifs qu'on peut créer. Je ne vois pas pourquoi un salarié de toute petite entreprise serait là encore exclu d'un dispositif comme l'épargne salariale. Donc il y a une discussion qui va s'opérer. Mais moi, là encore, ça n'étonnera personne, la CVT sera sur le sens. L'épargne salariale, oui, mais pourquoi faire et vers quels objectifs? Et je pense qu'il faut aller vers un mode de développement économique, un mode économique qui évolue. Notre modèle productif doit évoluer, l'épargne salariale peut l'aider aussi. Laurent Berger, à partir de demain, les chômeurs vont bénéficier de nouvelles règles d'indemnisation du chômage, notamment grâce aux négociations dont vous êtes à l'initiative, en tout cas sur cette mesure-là. Il y aura notamment un système de droits rechargeables, qui était une de vos revendications. On a plusieurs réflexions là-dessus. Hugo nous dit « Certains chômeurs gagnent des milliers d'euros par mois ». Derrière tout ça, derrière ces critiques-là, est-ce qu'il y a la question, est-ce qu'il ne faut pas diminuer les indemnités des chômeurs les mieux rémunérés dans leur ancien emploi? Ça, c'est une question qui est récurrente dans les négociations assurance chômage. C'est le fameux plafond pour les personnes qui étaient cadres. Donc, il faut juste savoir que c'est un système contributif. C'est-à-dire que je cotise, ces gens-là ont quand même cotisé à hauteur, bien évidemment, à hauteur de leur salaire pour bénéficier. Donc, cette question-là n'est pas évidemment tabou pour la CVT, mais franchement, de toute façon, en termes de gains pour le système d'assurance chômage, c'est très faible. Moi, je veux juste insister sur un point. C'est une victoire sans précédent, cette instauration des droits rechargeables. Toutes les organisations syndicales, d'ailleurs, à un moment donné, avaient dit qu'ils étaient plutôt d'accord. C'est la CVT qui l'avait proposé, mais c'est la CVT qui l'a obtenu par sa signature à cet accord assurance chômage. Ça veut dire quoi, les droits rechargeables? Ça veut dire que dans le monde du travail, malheureusement, la précarité sévit beaucoup. C'est quelqu'un qui serait, par exemple, au chômage 9 mois, aurait le droit à 9 mois d'allocation. S'il retrouve du travail au bout de 6 mois, il le retrouve pour 4 mois. Ça veut dire qu'il génère des droits pour 4 mois. Avant, il aurait eu 4 mois d'allocation chômage. Là, il en aura 7 mois. Ça veut dire que c'est une incitation positive au moment où on parle beaucoup d'inciter les chômeurs, et c'est un peu sous-jacent à la question. Eh bien, c'est une incitation positive à reprendre de l'emploi parce qu'on sécurise le parcours des chômeurs et on améliore leur indemnisation. La CFDT est très fière de ce nouveau droit. Aujourd'hui, médecins, dentistes, pharmaciens et notaires protestent contre le projet de réforme des professions réglementées. Vous avez pris position sur la grève des pilotes d'Air France. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est des manifestations de nantis? Non, sur Air France, j'ai été clair et je crois qu'on a fait la démonstration que c'était un conflit perdant-perdant et que c'était une grève pour rien. Surtout qu'ils ne pensaient pas à l'ensemble des salariés de la compagnie. Moi, ce n'est pas mon rôle de commenter les mouvements des uns et des autres. Moi, je pense aux salariés de ces professions, les professions réglementées. Il ne pourra pas y avoir de réforme de ces professions réglementées sans qu'on regarde quand même l'impact sur l'emploi. Après, ce qui m'étonne, je vous le dis, c'est franchement, on n'en sait pas grand-chose aujourd'hui, cette réforme. Qui est capable de donner du contenu? Et donc, on est sur... Là, j'arrive pas à comprendre... En tout cas, les pharmaciens, eux, sont mobilisés. Hein. Oui, non, mais ils sont très mobilisés et ils ont le droit aussi d'avoir des craintes sur leur devenir. Et ce n'est pas les salariés des pharmacies qui sont mobilisés. Ah non, on est bien d'accord, oui. Mais moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que ce soit utilisé dans les pharmacies, chez les pharmaciens ou dans les professions judiciaires, etc., comme un argument pour encore faire trinquer les salariés de ces secteurs-là. Mais aujourd'hui... qu'on me dise ce qu'il y a sur la table sur ces professions réglementées, je ne sais pas moi. Laurent Berger, le gouvernement nous annonce avec ces réformes-là des centaines de milliers d'emplois créés et des économies générées, alors que les professions libérales, elles nous parlent plutôt de destruction d'emplois. Qui a raison au fond? Eh bien, comme je ne connais pas le contenu des mesures du gouvernement, mais je ne crois pas être le seul à ne pas les connaître, je ne suis pas capable de vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que je le dis au gouvernement. Il ne peut pas y avoir de réforme de ces professions sans qu'à un moment donné, on écoute les représentants des salariés de ces professions. Parce que dans une étude de notaire, il n'y a pas qu'un notaire,
il y a des salariés. Dans une pharmacie, il n'y a pas que le pharmacien, il y a aussi des salariés. Et c'est vrai dans toutes les professions libérales. Mais il y a peu de dialogue social dans ces entreprises-là. Oui, alors il y a peu de dialogue social. J'imagine qu'il y a peu de représentants syndicaux. Il y en a quelques-uns dans les professions judiciaires. Nous avons un syndicat national des professions judiciaires qui est très puissant. Donc il y a possibilité d'avoir des représentants, des interlocuteurs. Donc il faudra que le ministre de l'économie les reçoive à un moment donné. Mais moi aujourd'hui, je ne serai ni dans la condamnation ni dans le soutien. Je suis simplement dans le constat qu'on est dans un mouvement sans savoir ce qu'il y a sur la table en termes de réforme. C'est quand même un peu bizarre. Il y a un climat social qui est très compliqué en cette rentrée. On voit un peu partout, on le voit également dans les régions. On a vu les manifestations et avec la dégradation de centres des impôts à Morlaix. À ce propos, les employés, les salariés, les agents du centre des finances de Morlaix vont manifester demain parce qu'il y a eu l'incendie de leurs locaux par les légumiers bretons. Il y a une violence qui n'est pas que larvée. Qu'est-ce que vous pensez de ces événements-là? Et en Bretagne notamment, où il y a vraiment des grosses difficultés, effectivement, dans l'agroalimentaire notamment. Il y a un climat social qui est éruptif, hein, c'est évident. C'est-à-dire qu'on voit bien avec des zones de tension ici ou là. D'ailleurs, c'est assez paradoxal qu'on soit dans une situation sociale très dégradée et qu'on soit en train de commenter le conflit des pilotes d'Air France ou des professions réglementées. Vous savez, moi en ce moment, ce qui me préoccupe, c'est la situation des salariés de GAD. C'est la situation des salariés de la production agricole. Vous parlez de destruction que je condamne parce qu'on a touché à qui? On a touché au symbole de l'action publique à travers la protection sociale ou les impôts. Et il y avait des agents derrière, des salariés qui travaillent dans ces centres-là et qui ont été choqués. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté dans la production agricole. Mais vous savez, les producteurs agricoles, ils ont reçu des aides en 2010, notamment pour des exonérations sur les contrats saisonniers. En contrepartie, ils devaient revoir leur système d'organisation de leur profession et en même temps regarder comment ils pouvaient investir ou investir dans la qualité, dans la recherche et développement. Ils ne l'ont pas fait parce que l'année d'après, c'était une bonne production. Donc, il faut travailler sur le long terme, il faut travailler sur la qualité. Et c'est le problème de l'agroalimentaire en Bretagne ou ailleurs. C'est-à-dire que regardez les entreprises qui ont investi dans des produits élaborés, dans la recherche et le développement, et regardez celles qui sont en difficulté aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes. Donc ceux qui ont joué sur le bas coût, mais bien sûr, je veux dire, notre société et notre économie s'en sortira en allant vers un autre modèle de production, vers de la qualité. Et dans les entreprises agroalimentaires où il y a du dialogue social et où ils ont investi dans la qualité, dans la recherche et le développement, etc., on n'est pas dans la même situation de celles qui ont utilisé les restitutions, c'est-à-dire les aides européennes, pour faire des bénéfices et pas pour investir. Allez, avant de passer à la dernière séquence de l'émission, un petit mot sur l'Europe. Sur l'Europe, vous parlez beaucoup des difficultés sociales, des tensions sociales que traverse la France aujourd'hui. Avec la Confédération européenne des syndicats, vous appelez à une politique économique différente à l'échelle européenne. Quelle politique souhaitez-vous obtenir? Et puis j'ai perdu la fin de ma question, désolé. Sur la politique, en Europe, ce que propose la Confédération européenne des syndicats depuis de nombreux mois, c'est un plan d'investissement. Un plan d'investissement, notamment sur la transition écologique. On avait dit 300 milliards, hein, M. Juncker a dit 300 milliards, je crois même qu'il faut aller à 500 milliards, moi. Pourquoi? Parce que c'est en relançant les infrastructures, en relançant la politique industrielle, mais aussi des investissements dans la transition écologique. Je parlais du canal Seine-Nord tout à l'heure, mais il y a d'autres projets comme ça, qu'on arrivera à avoir une politique de demande dont on parle, et de recréer de l'emploi. Donc, nous voulons aller vers ça. Nous voulons aussi une harmonisation sociale et fiscale. Tant qu'on ne reverra pas, on n'harmonisera pas l'impôt sur les sociétés, par exemple, on aura un problème en Europe. Tant qu'on n'ira pas davantage vers le salaire minimum, on aura aussi une difficulté. Donc, il faut regarder ces questions-là. Et puis, troisième point, il faut investir en direction des publics qui sont le plus en difficulté. Aujourd'hui, il y a 6 milliards qui sont dégagés sur la garantie jeune, au niveau Europe, sur la garantie jeunesse, comme on dit. C'est rien, il en faut 25. 25 parce que la jeunesse souffre énormément aujourd'hui en Europe. Donc voilà, il faut ces politiques-là. L'Europe a été en panne ces dernières années. J'espère qu'avec la nouvelle Commission, avec le nouveau Parlement et avec le Conseil européen, eh bien, ça bougera. C'est pour ça qu'il y a un sommet sur l'emploi et la croissance le 8 octobre à Rome. Nous faisons un sommet syndical avec les leaders syndicaux le 6 octobre à Rome pour dire voilà cette politique qu'il faut mener. Très bien, on va passer à la dernière séquence de l'émission, Laurent Berger.
Le fil de la semaine, on va vous demander de commenter les 4 ou 5 actualités qui ont marqué la semaine dernière. On commence avec l'actualité de jeudi, enfin une actualité très politique, avec le retour de Nicolas Sarkozy en meeting à Lambersart. Il a dit ce jour-là que le nombre de fonctionnaires devra être réduit et qu'il faudra mettre fin à leur statut qui n'est plus adapté, je cite, aux exigences du monde moderne. Franchement, Laurent Berger, est-ce que le retour de Nicolas Sarkozy vous inquiète ? Bah, vous savez, je le dis quand il y a des nominations, changement de gouvernement, je ne commande pas les castings. Je ne vais quand même pas commenter un casting d'un candidat pour la présidence de son parti. Donc ça ni m'inquiète ni me réjouit. Vous savez que ça va au-delà de la présidence de son parti. Oui, comme d'autres. Donc ça ni m'inquiète ni me réjouit. Je pense que là, il y a des effets. Là, je pense qu'il y a des effets de tribune. Bon, ben voilà, je veux dire, lorsqu'il sera à la tête de son parti, il sera normal qu'il rencontre un certain nombre d'interlocuteurs. On verra. Mais pour l'instant, ça me laisse froid. Vendredi, une autre information. Donc, on ne parle plus de l'écotaxe après la révolte des bonnets rouges. Aujourd'hui, le gouvernement repousse à début 2015 le péage de transit poids lourd. Est-ce qu'une bonne nouvelle pour les transporteurs ou une mauvaise nouvelle pour le financement des infrastructures de transport ? C'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour le financement des infrastructures de transport. C'est une mauvaise nouvelle aussi sur la transition écologique nécessaire. Vous savez, comme il y en a un peu trop de mauvaises nouvelles, il y en a des bonnes sur le canal dont j'ai parlé, mais il y en a une mauvaise. C'est la fin de la liaison Saint-Nazaire-Riron, les autoroutes de la mer. On est dans un monde un peu de fou, excusez-moi du terme. C'est-à-dire qu'en gros, on est tous conscients de la nécessité de la transition écologique et en même temps, ce qui y contribue, on n'est pas capable de dégager des investissements pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait les vrais choix dans notre pays. On n'a pas mis sur la table les enjeux d'avenir et du coup, on gère l'urgence. On y revient, c'est un peu ce dont on parle depuis tout à l'heure. Donc là, moi, je le regrette. Donc là encore, on gère l'urgence avant de gérer les vrais problèmes et donc de faire les vraies réformes. Mais pourquoi on en est dans tous les secteurs d'activité, dans cette posture-là Parce qu'on ne redonne pas du sens. Parce qu'on ne redéfinit pas ce que seraient les grands équilibres au fonctionnement de notre société, à l'équilibre entre l'économique et le social, entre l'environnemental et l'économique. C'est parce que, très clairement, on est dans l'urgence, qu'il y a une crise politique, disons-le nous. Il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui sont en forme, malheureusement. Qu'il y a une crise aussi sociale et que la tentation, elle est un peu le repli sur soi. On le voit à travers un sondage très simple. Les Français ont plutôt confiance dans leur destin individuel, n'ont plus confiance dans leur destin collectif. Quels acteurs, aujourd'hui, sont en capacité de mettre les sujets sur la table en disant quels équilibres on construit, comment on les finance ? Eh bien, malheureusement, ça manque. Mais le temps perdu ne se rattrape pas. Le courage politique, je veux dire, c'est quelque chose qui manque, selon vous, très fortement. Pour autant, au final, je veux dire, les générations futures payent donc pour les générations d'aujourd'hui. Donc on leur doit des comptes à ces générations futures et donc les politiques d'aujourd'hui et les acteurs d'aujourd'hui devraient en tous les cas s'entendre pour les grandes actions de la France. Il n'est jamais trop tard pour faire. Dossiers importants. Ce qu'il ne faut pas, c'est tomber dans la désespérance. Il ne faut pas nourrir la désespérance. Il n'est jamais trop tard, il y a des choses sur lesquelles on avance. Voilà, il y a des sujets, je le dis, le canal Seine-Nord, c'est quand même 13 000 emplois et 50 000 à terre. Donc il y a des choses sur lesquelles on avance. Donc c'est ces choix-là qu'il faut faire. Moi, je crois qu'il ne faut pas désespérer la terre entière. Il faut simplement se dire qu'on a besoin de lieux démocratiques, on a besoin de lieux et on a besoin d'écouter les gens. Écouter les gens et de faire émerger chez les gens les propres solutions sur ce qui les concerne. C'est important aussi. Vendredi, la Cour de cassation a confirmé l'interdiction du travail de nuit dans le magasin Sephora des Champs-Élysées. Est-ce que c'est pas dommage de se priver de la rentrée d'argent des emplois créés par le tourisme ? Écoutez, tout ça, ça se règle aussi par le dialogue social. C'est-à-dire que dans d'autres magasins, il y a des ouvertures tardives parce qu'il y a eu dialogue social avec des contreparties pour les salariés. Je crois qu'il ne faut pas avoir les seules lunettes économiques. Et moi, j'en ai aussi des lunettes économiques. Tout le monde doit en avoir. Mais il faut aussi avoir des lunettes sociales. Et dans certains magasins, il y a eu de refus de négociation ou incapacité de négocier sur des contreparties pour les salariés. Dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi ils feraient les efforts. Et donc, dans d'autres, je pense à Monoprix notamment, la CFDT elle a signé un accord sur les horaires tardifs, avec y compris raccompagner les salariés chez eux, etc. Parce que ça pose des questions de ce type-là, de garde d'enfants et autres. Moi, je préfère le dialogue social à des jugements. Mais quand il n'y a pas possibilité de dialogue social, on en arrive là.
Très bien, ce sera le mot de la fin, Laurent Berger. Merci d'avoir été ce matin dans le Direct Politique. Merci à vous d'avoir été avec moi pour présenter l'émission. Merci, chers internautes. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau Direct Politique. D'ici là, restez connectés. À bientôt.